La guerre froide, conflit idéologique, conflit de puissance, c'est une question qui, en classe de première, s'étudie essentiellement à travers trois études. Berlin, l'Allemagne, la crise de Cuba et la guerre du Vietnam. Mais il peut paraître nécessaire de faire une synthèse globale assez rapide sur ce qu'est la guerre froide afin de pouvoir y replacer ces trois études et mieux comprendre le contexte dans lequel elles se sont déroulées. Alors, un conflit idéologique, cela va de soi, puisque les États-Unis et l'Union soviétique sont opposés au plan idéologique. D'un côté, on a une démocratie libérale fondée sur le capitalisme, et de l'autre, on a un régime communiste fondé sur la collectivisation. Il s'agit également d'un conflit de puissance, puisque les deux États concernés sont les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et qu'ils vont former pendant cette période de la guerre froide des blocs, et essayer d'étendre leur influence à la planète entière dans cette opposition qui dure pendant à peu près 45 ans. Alors, dans un premier temps, il faut s'interroger sur les origines de la guerre froide, parce que, certes, il y a conflit idéologique, mais si ce n'était qu'un conflit idéologique, la guerre froide aurait commencé dès 1917, au moment de la révolution bolchevique en Russie. Or, ce n'est pas le cas. C'est bien le face-à-face des deux vainqueurs dans l'Europe libérée, qui pose un certain nombre de problèmes. Les élections libres qui étaient prévues en Europe de l'Est sont finalement truquées et amènent au pouvoir des régimes communistes. L'autre problème très important est celui de l'Allemagne et de Berlin, sur lequel les Alliés n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est ces problèmes, notamment du point de vue américain, le sentiment que le communisme est en train de s'étendre en Europe, qui provoque le début des tensions et qui provoque le début de la guerre froide. Alors, on peut dater, en fait, le début de cet événement de la doctrine Truman, qui date de mars 1947 et qui édicte le principe de l'endiguement. C'est-à-dire que le président américain, Harry Truman, décrète que, en gros, les communistes n'iront pas plus loin que là où ils sont déjà positionnés. Et que s'ils essayent de franchir la digue, ils trouveront les Américains en face d'eux. La concrétisation de la politique de l'endiguement, c'est le plan Marshall 1948, qui est une aide économique extrêmement importante qui est proposée à toute l'Europe, mais que seule l'Europe occidentale accepte, ce qui achève de couper l'Europe en deux par le rideau de fer qui avait été évoqué par l'ancien Premier ministre Churchill dès 1946. La conséquence de cela, c'est la formation de deux blocs, un bloc occidental lié aux Américains, bénéficiaire du plan Marshall, et qui, en 1949, va s'associer avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est une alliance militaire défensive. En face, on a un bloc un peu symétrique, qui est composé des pays d'Europe de l'Est, qui doivent accepter le CAEM, le Conseil d'assistance économique mutuelle mis en place par l'URSS, et en 1955, s'allier militairement dans le pacte de Varsovie. On note que l'Allemagne, qui est divisée après le blocus de Berlin en deux États, est séparée entre les deux blocs, c'est-à-dire que d'un côté, la RFA est alliée des Américains, et la RDA est un des éléments principaux du bloc de l'Est. Il faut quand même préciser que si à l'ouest, l'alliance est acceptée, puisque les Américains ne font que restaurer finalement le régime politique et économique de l'Europe occidentale après le nazisme, à l'est, cette alliance est subie, elle est imposée par l'URSS, et du reste, le bloc de l'Est connaîtra de nombreuses révoltes et manifestations pendant toute cette période. Alors, il ne s'agit pas de raconter la guerre froide, mais de déterminer quelles sont ses caractéristiques principales. D'abord, c'est un conflit bipolaire, c'est-à-dire qu'on a deux centres, Moscou, Washington, leurs alliés, et qu'on a comme un combat ça, entre deux grandes puissances. Essentiellement bipolaire, parce qu'à partir des années 1950, la donne se complexifie un petit peu. C'est l'apparition du tiers-monde en 1955 à la conférence de Bandung, qui aspire à former comme une espèce de troisième bloc, mais qui ira à l'échec. C'est aussi la position de la Chine qui rompt avec l'Union soviétique à la fin des années 1950 et qui aspire à prendre la tête d'un troisième monde.
Alors, c'est un conflit global qui engage toutes les forces des États concernés. C'est un conflit politique, c'est un conflit économique, c'est un conflit culturel. On peut penser, par exemple, au rôle du cinéma américain dans la dénonciation de l'ennemi soviétique. C'est un conflit scientifique. La course à l'espace, qui commence dans les années 1960, est aussi un enjeu de la guerre froide. Il y a même des aspects sportifs. Pensons que les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 ou ceux de Los Angeles en 1984 font l'objet d'un boycott pour protester en 1980 contre l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. La propagande est une des armes principales de ce conflit, il faut le savoir. Alors, ce conflit est émaillé de crises et de guerres délocalisées. La guerre de Corée, 1950-1953, qui est vraiment une illustration de l'endiguement. Là où les crises de Berlin, 1948-49, construction du mur en 1961, la fameuse crise de Cuba, qui constitue comme un paroxysme de la guerre froide, et la guerre du Vietnam, qui peut également être comprise comme une tentative d'endiguement. Alors, pour essayer de s'y retrouver un petit peu, on peut découper la guerre froide en différentes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle, bon, avec un peu de légèreté, la guerre froide chaude, et qui va jusqu'à la mort de Staline en 1953. Là, les relations sont véritablement gelées entre les deux grands. Il y a des crises très graves, Berlin 48-49, la guerre de Corée, et c'est l'époque où les deux grands se dotent de l'arme nucléaire. Car effectivement, l'une des caractéristiques très importantes de cette guerre, c'est la course aux armements. C'est-à-dire une espèce d'escalade nucléaire qui vise à établir une dissuasion nucléaire. Il n'est pas question de se servir de l'arme contre l'ennemi, mais de le dissuader, au contraire, lui-même d'attaquer. Ensuite, à partir de la mort de Staline, les relations deviennent plus compliquées. En 1956, Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, propose la coexistence pacifique, c'est-à-dire des relations un peu plus apaisées. Il n'en demeure pas moins que les problèmes continuent, avec Berlin, par exemple, et l'ultimatum de Khrouchtchev en 1958. La crise de Cuba, en 1962, met un terme à cette première sous-période, si on peut dire, et instaure la détente que les Américains acceptent, mais qui ne les empêche pas de partir faire la guerre au Vietnam en 1964. Enfin, à partir de 1975, on a une demi-douzaine d'années pendant lesquelles les Américains sont en position de faiblesse et semblent renoncer un peu à leurs responsabilités, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière période, la dernière décennie, qui est celle des années 1980, où on va parler de guerre fraîche, c'est-à-dire de reprise des tensions après la détente. C'est évidemment la crise des euromissiles qui commence dans les années 70, qui se finit dans les années 80. L'élément déterminant, et qui met un terme à la guerre froide, c'est sans doute l'arrivée au pouvoir en Union soviétique de Mikhaïl Gorbatchev, qui est un réformateur, qui se rend compte que l'Union soviétique n'a plus les moyens de la guerre froide, autant au plan des invasions, du contrôle des territoires, qu'au plan militaire, et qui va signer, à partir de 1987, avec le président Ronald Reagan, les premiers accords de désarmement. La guerre froide se termine, alors, en 1989, novembre 1989, si on prend en compte la chute du mur de Berlin, 1991, décembre 1991, si on prend en compte l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis en sortent vainqueurs, vont connaître une espèce de décennie glorieuse dans les années 1990. C'est un nouvel ordre international qui se met en place ensuite, qui est plus complexe, qui est devenu aujourd'hui multipolaire, mais il faut rappeler que pendant une cinquantaine d'années, la guerre froide, les relations américano-soviétiques ont un peu organisé le monde de la deuxième moitié du XXe siècle.